Bonjour et bienvenue au module 7. Nous n'avons que 2 modules avant la fin du semestre et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'organisation de l'entreprise. Mais avant d'aborder le sujet du jour, peut-être passons un moment en silence pour les victimes et le peuple français touchés par les attentats terroristes du 13 novembre. Et aussi, il y avait des attaques à travers le monde et les victimes, enfin, l'humanité vraiment est victime de tout ce qui se passe. Et donc, prions peut-être pour la paix et pensons aux personnes impliquées dans ces actes affreux. Et il est difficile de continuer des fois après des événements comme ça, mais la France voudrait montrer au monde que la vie continue et nous allons donc faire la même chose. Alors, vous connaissez, pour notre cours, pour revenir à nos moutons, vous connaissez la typologie des entreprises, les SA, les SCS, les EUR, les SAR, et vous connaissez la naissance, la croissance et la mort des entreprises. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation des entreprises. Et ça, c'est notre agenda. Cela varie selon le type d'entreprise, mais donc ce que je vais vous présenter, ce que le livre vous présente, c'est vraiment un aperçu global, mais c'est applicable à toutes les entreprises et les types des entreprises différents. Bon. OK. Alors, quand vous pensez à la structure d'une entreprise, comment vous allez organiser l'entreprise, il faut vous poser ces questions. Donc, de quels éléments l'entreprise se compose-t-elle? Comme je viens de dire, cela dépend de la taille de l'entreprise des fois. Quelles sont leurs relations mutuelles? Donc, souvent, vous avez par exemple la production et vous avez l'aspect commercial, mais bien sûr, les deux vont travailler ensemble. Il y a toujours overlap, il y a toujours des endroits où ils chevauchent l'un et l'autre. Mais donc, comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Et comment se répartissent les diverses tâches effectuées au sein de l'entreprise et par l'entreprise dans ses rapports avec l'extérieur? Souvent, dans les entreprises, il y a une personne responsable de travailler avec l'extérieur ou un service qui fait ce travail. Et c'est très important. Je pense au système du gouvernement en France, des fois, n'est-ce pas? Le président, c'est le président de tout, bien sûr, mais lui, il est responsable des rapports avec l'extérieur. C'est lui qui fait la diplomatie, c'est lui qui a des rendez-vous avec Obama, c'est lui qui fait les décisions comme ça. Le Premier ministre, lui, s'occupe de l'intérieur. Le Premier ministre, c'est comme le PDG de l'intérieur, si vous voulez. Le président, c'est le grand PDG de tout. Mais même chose à Concordia. President Kraft, c'est lui qui travaille surtout à l'extérieur, n'est-ce pas? Et il est responsable de tout ce qu'on fait à l'intérieur. Mais voilà, c'est juste quelques petits exemples. Bon. Quand vous organisez votre entreprise ou quand vous voulez comprendre l'organisation d'une entreprise, il faut savoir que chaque fonction a, en principe, les mêmes activités avec le même objectif. Donc, si c'est produire, si c'est le service de la production ou la direction de la production, la fonction, c'est produire. Et vous avez peut-être les usines ici, les ateliers, les méthodes de production, les études sur la production, comment améliorer la production, la recherche. Mais si c'est lié avec la production, c'est dans la direction de la production. Même chose pour vendre. Vendre, vous allez avoir publicité, vous allez avoir vente, vous allez peut-être gérer le magasin, ce visage à l'extérieur. Mais si c'est lié avec vendre, si la fonction, c'est vendre, c'est dans la même direction. Alors, donc, les services, c'est souvent les unités administratives des fonctions.
Donc, vous pensez d'abord aux fonctions, ventre. Et ensuite, quelle est l'unité administrative pour organiser toutes les activités associées avec la vente. Et donc, c'est un groupe de personnes spécialisées dans l'exécution d'une tâche commune, dans l'exécution des ventes. Et dans une petite entreprise, c'est peut-être une personne. Dans une très petite entreprise, vous n'avez peut-être pas un service séparé. Ça dépend de la taille. Alors, le micro-entrepreneur, il n'a aucun salarié, donc il doit faire toutes les fonctions. Il n'y a pas de service et direction, c'est lui. Il doit tout faire. Dans des entreprises, les petites et moyennes entreprises, chaque fonction correspond à un service ou quelquefois à une personne. Donc, vous avez les ventes. C'est tous dans un service et c'est peut-être juste une personne qui doit tout faire. Dans les grandes sociétés, une fonction peut avoir plusieurs services associés avec plusieurs activités. Les services font les mêmes activités, mais vous avez plusieurs services et plusieurs personnes. L'image à la page 100 de notre livre, pour moi, est une très très bonne image, n'est-ce pas? Dans la direction financière, vous avez le service de comptabilité et le service de financement. Dans la direction des ressources humaines, vous avez le service de formation, service de paiement, service de recrutement. Donc mais c'est toujours ressources humaines. Donc ça c'est la fonction et vous avez plusieurs services. Et imaginez à Concordia, dans le service de recrutement, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent, beaucoup d'associés qui travaillent dans ce petit service, dans la plus grande fonction. Alors, un organigramme explique les relations entre les fonctions, les services et les associés, les personnes, les postes de travail, les personnes qui travaillent. Alors ici, j'ai trouvé ça en ligne, n'est-ce pas? Vous avez la direction générale en haut ou au centre. À la page 100 de notre livre, c'est au centre. Et ensuite, voilà les 3 directions de base. Et c'est central. Vous avez approvisionnement. Donc, il faut trouver les biens nécessaires pour la production, la deuxième direction. Et ensuite, il faut vendre. C'est la direction commerciale. Donc, si je suis un restaurant, je dois acheter la nourriture. Ça, c'est direction des approvisionnements. Ensuite, production, je dois faire la nourriture. Et direction commerciale, je dois vendre ma nourriture. Vous voyez? Donc, ce sont les 3 fonctions centrales, essentielles pour toute entreprise. Ça, c'est un organigramme plus compliqué d'un immobilier, mais un service immobilier. Mais vous voyez, ici, c'est souvent PDG, président, directeur général, mais quelquefois, c'est 2 personnes différentes. Vous voyez leur assistant un peu à part, mais ensuite, directeur client, développement, patrimoine, financier, informatique, ressources humaines. Et sous chacune de ces fonctions, vous avez des services ou des personnes, des assistants, les comptables, plusieurs personnes. Donc, j'aime beaucoup cela. Cela m'aide à comprendre quand je cherche un travail. Je vais au site web et je cherche l'organigramme de l'organisation. Cela m'aide à comprendre la personne, le recruteur qui fait l'entretien avec moi, leur rôle dans la société. Aussi, cela m'aide à associer certains noms ou certains services ou certains secteurs et je peux comprendre un peu comment l'entreprise fonctionne en voyant les organigrammes. Donc, c'est très utile. Alors, 6 fonctions de base font 3 qui sont centrales, n'est-ce pas? Alors, la direction générale, c'est la méta-fonction, ça ne compte pas, c'est essentiel. Les 3 centrales sont direction de l'approvisionnement, de la production et direction commerciale. Et ensuite, la direction financière et la direction des ressources humaines sont des appuis. Ce n'est pas nécessaire comme
production et vendre est nécessaire, mais il est très difficile d'imaginer des entreprises qui n'ont pas ça, surtout quand vous avez une certaine taille. Hein, c'est très, très important. Et dans le passé, on a dit direction du personnel, mais aujourd'hui, on pense plutôt, on utilise le terme ressources humaines au lieu de personnel, aux États-Unis et en France. OK. La direction générale, c'est clair, c'est à eux de gérer toutes les autres. Ils sont responsables de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Approvisionnement, comme j'ai dit, vous procurez à l'extérieur des biens et des services nécessaires à l'activité de l'entreprise, à votre production. Et production, c'est utiliser les produits de l'extérieur, sans un E, pour produire le produit de l'entreprise. Et commercial, vous allez vendre les produits. Bon. La direction, il y a deux types de groupes, ceux qui prennent les décisions et ceux qui exécutent les décisions. Hein? President Kraft prend la décision, il décide, et ensuite c'est les chefs du département qui exécutent la décision, par exemple. Et quelquefois, il se recouvre partiellement, n'est-ce pas? Parce que President Kraft va aussi exécuter certaines décisions. Hein? Quelques chefs peuvent prendre quelques décisions, mais en gros, bon. Il y a 3 types de décisions. D'abord, vous avez les décisions stratégiques. Et ici, vous pensez à long terme. Et vous pensez à l'ensemble de l'entreprise, donc toute l'entreprise, vous pensez à l'avenir. C'est souvent les relations avec l'extérieur. Et vous ne faites pas beaucoup de décisions stratégiques. Donc, elles sont peu nombreuses, mais très difficiles à changer. Le mot du livre, c'est difficilement réversible. Hein? Et c'est le plus haut niveau. President Kraft, toutes les 5 années, il fait des décisions stratégiques et nous passons 5 années à exécuter sa vision. Et ensuite, il évalue ses décisions stratégiques et il fait encore des décisions stratégiques. Vous voyez? Donc, aux universités, c'est un cycle de 5 ans, souvent. Mais c'est le président et le cabinet qui décident, n'est-ce pas? Donc, les dirigeants, les chefs d'entreprise, les décideurs. Et voilà quelques exemples d'une décision stratégique. Est-ce que nous devrions nous diversifier? Est-ce que nous devrions nous lancer dans ce nouveau marché? Est-ce que nous devrions vendre nos filiales? Vous voyez, les grandes décisions. C'est seulement le chef qui est qualifié de faire cette décision, de prendre cette décision. Alors, après les décisions stratégiques, vous avez les décisions tactiques. Elles sont à moyen terme et c'est plutôt ici des questions administratives. Donc, c'est un peu entre la stratégie et la gestion courante. Courante ici, c'est de tous les jours. Hein? Et c'est les directeurs de fonction, donc le directeur des ressources humaines, le directeur commercial, le directeur financier. Hein? Et moi, je pense aussi au chef de département, c'est le monde que je connais le mieux, n'est-ce pas? Mais nous avons des questions administratives. Est-ce qu'on veut commencer une nouvelle spécialité? Est-ce qu'on veut annuler une certaine chose? Et aussi, un étudiant a besoin d'avoir ce cours, donc il y a aussi la gestion de tous les jours. Vous voyez? Quelques exemples. Devrions-nous changer de fournisseur? Nous n'aimons plus Marco, imaginez. Et on se demande si on voudrait avoir une autre société pour notre téléphone ou pour notre imprimante. Est-ce que nous devrions baisser nos prix? Donc ça, c'est pas les chefs du département qui décident, mais le cabinet du président évalue les frais de Concordia. Est-ce qu'il faut changer les prix? Est-ce qu'il faut augmenter le budget publicitaire? Ça, ce sont les chefs du département. On peut changer un peu les chiffres de notre budget, un peu. Et voilà. Et il y a encore un peu plus bas les décisions opérationnelles. Hein, des décisions à court terme, des affaires courantes, hein, des affaires de tous les jours. Vous faites beaucoup de décisions opérationnelles chaque jour, c'est répétitif et c'est facilement réversible. Hein.
Donc, les chefs de service d'atelier d'équipe. Devrions-nous réparer cette machine ou la remplacer? Une question facile. Est-ce que cette personne peut changer ses heures de travail? Bon. Alors, le mot management. Est-ce que vous pouvez utiliser ce mot en français? Alors, attention. Pour dire management, vraiment, vous dites la gestion. Et le verbe, c'est gérer. La personne, c'est le gérant pour une société ou gestionner pour une affaire, pas une affaire, une affaire. Et quelques synonymes sont direction et diriger, et gérer et diriger ont tous le sens de conduire. Gestion a aussi un sens délimité comme gestion des stocks, gestion des risques, gestion du stress, mais gestion c'est le terme en général. Si vous dites management, donc j'étudie le management, c'est vraiment du franglais. C'est un mot qui existe en français et c'est même très courant, mais le sens diffère parce que c'est pas un mot français. Donc, des fois, ils veulent dire gestion, mais quelquefois, le sens le plus courant, c'est le style de direction venu d'Amérique. Par exemple, un bon manager préfère la collaboration au commandement, le dialogue à la direction, etc. Donc, c'est le style américain de gérer. Donc, si vous dites « je m'intéresse au management », vraiment vous dites « je m'intéresse au style américain de gérer ». Si vous voulez dire cela, ok, mais je crois qu'il est peut-être plus sûr de dire « je m'intéresse à la gestion » et ensuite vous pouvez parler des avantages du style américain et des inconvénients du style américain et les avantages des autres styles, etc. Donc, très attention, il faut faire très attention. Alors, les cadres. Cadre, c'est ça, c'est un substantif pour ça, mais c'est aussi les personnes qui dirigent, qui encadrent le travail des autres. Donc, si vous êtes responsable au niveau tactique et stratégique, vous êtes cadre. Donc, ça, c'est pour les personnes tactiques et stratégiques. Et un cadre supérieur fait des décisions stratégiques, un cadre moyen fait des décisions tactiques. Et on dit des cols blancs. Nous avons cette même idée en anglais. Si vous portez un col blanc pour aller au travail, comme dans cette image, vous êtes cadre. Bon, si vous portez un col bleu, vous n'êtes pas cadre, vous êtes contre-maître. Et ici, c'est les décisions opérationnelles. Il est responsable d'une équipe d'ouvriers, mais il a un nom différent. Et on peut aussi dire agent de maîtrise. Donc, un contre-maître, c'est une équipe d'ouvriers. Donc, c'est un travail manuel. Un agent de maîtrise, c'est un travail technique. Toujours les décisions opérationnelles, toujours le col bleu, mais c'est un technicien qui dirige le travail des autres techniciens. Bon, mot de vocabulaire. Alors, parlons du service ou de la direction d'approvisionnement. Il y a deux grands services dans cette fonction. Et je m'excuse, des fois je dis service, mais vraiment approvisionnement, c'est une fonction. Il y a deux services, les achats et le magasinage. Et dans le magasinage, il faut penser à la gestion des stocks. Ça fait partie du magasinage et c'est une très grande partie. Alors, le service des achats. Leur objectif, c'est de donner à l'entreprise les matières premières, les produits semi-finis et finis nécessaires à son activité. Donc, ils achètent de l'extérieur. Donc, l'acheteur choisit ses fournisseurs, il négocie les contrats, il passe les commandes et il assure le suivi. Donc, et en anglais, nous avons les acheteurs, n'est-ce pas, pour les boutiques comme Macy's.
Et Macy's décide, je veux vendre les vêtements de, je ne sais plus qui, de Michael Kors, il fait des vêtements, je ne sais pas, de Calvin Klein, de Tommy Bahama. Et l'acheteur choisit et va à Calvin Klein, il négocie les contrats, il fait les commandes et il assure le suivi. Une fois que le produit arrive, c'est le service de magasinage. Mais le service des achats, c'est tout avant l'arrivée du produit à l'entreprise. Et si vous pensez à l'industrie des automobiles, ils font beaucoup des achats pour les produits semi-finis. Et ensuite, dans leur usine, ils mettent toutes les parties ensemble. Donc, le service des achats est indispensable. Si vous n'avez pas un produit nécessaire, vous allez arrêter toute la production et ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, le service des achats est très important. Alors, le service du magasinage. Maintenant, les marchandises sont livrées à l'entreprise. Service des achats fini, service du magasinage. C'est à eux de réceptionner les livraisons, donc vérifier, recevoir les livraisons, les ranger dans l'entrepôt. L'entrepôt, c'est le bâtiment où on garde tous les produits et il faut trouver un moyen de conduire les produits de l'entrepôt aux unités de production. Peut-être qu'il y a un entrepôt à Fargo, mais l'usine est à West Fargo. Donc, je dois trouver une façon de livrer les produits à West Fargo pour les préparer. Alors, la manutention, c'est le déplacement de marchandises au sein de l'entreprise, comme j'ai expliqué. Donc, moi, je suis responsable maintenant. C'est pas un fournisseur. J'ai acheté le produit, il est à moi, mais j'ai besoin. Walmart a besoin de ce produit en Caroline du Nord. Donc, il va déplacer la marchandise. C'est toujours au Walmart, mais c'est le Walmart de Fargo, au Walmart en Caroline du Nord. Et vous avez la gestion matérielle des stocks, la réception, la manutention, la conservation. Si vous achetez trop de bananes et les bananes ne peuvent pas être vendues aussi rapidement, vous allez perdre tout cet argent. Vous faites l'inventaire, toutes ces choses, c'est la responsabilité du magasinier. C'est pourquoi quelquefois la gestion des stocks, c'est même un autre service, parce que ça, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup de choses à faire. Et vous pouvez avoir un diplôme. Mon frère a un diplôme dans la manutention. C'est sa spécialité. Vous pouvez lui téléphoner et lui dire j'ai besoin de telle ou telle chose à telle ou telle destination, à telle ou telle date, et il va tout faire pour que votre produit arrive. Incroyable. En anglais, mais voilà. Bon. Le magasin, un mot de vocabulaire intéressant. Dans ce chapitre, magasinage, c'est l'action de mettre quelque chose en magasin, de mettre quelque chose dans une situation de vente. Un synonyme, c'est entreposage. Magasinage et entreposage sont des synonymes. Donc, un magasin, c'est le lieu de dépôt de marchandises. Un synonyme, c'est entrepôt. Donc, c'est pas le magasin où vous pouvez acheter, c'est le magasin où toutes les marchandises arrivent et sont organisées. Donc, pour compliquer les choses, dans le 18e siècle, le mot magasin apprend le sens d'un établissement de vente. Et c'est le mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a cette autre définition qui est plus appropriée dans le monde des affaires. OK, la gestion des stocks. C'est vraiment une science et un art, à mon avis, n'est-ce pas? Parce qu'il faut développer des méthodes et des opérations qui permettent de déterminer et de maintenir le niveau optimal de stock. Combien de bananes est-ce que Hornbachers va acheter chaque semaine? Comment est-ce que vous déterminez cela? Est-ce que ça change selon la saison, selon la semaine? Pour Thanksgiving, vous achetez plus de certaines choses, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas assez des oignons pour le
pour les repas de Thanksgiving, les personnes vont être fâchées. Si vous n'avez pas de dinde, c'est une crise incroyable, n'est-ce pas? Donc, il faut déterminer et penser à tout cela d'une manière scientifique, des chiffres, des statistiques, des mathématiques. Et ils travaillent toujours en compromis, les pauvres personnes qui gèrent des stocks, n'est-ce pas? Et c'est pas stock dans le sens anglais. Hein, ça, c'est infosami. Stock est infosami. Parce que les stocks coûtent cher. Donc, avoir trop que vous ne pouvez pas utiliser, ce n'est pas possible. Mais vous voulez vous protéger contre les ruptures de stock. Vous n'avez pas assez de dinde et c'est le jour de l'action de grâce. Ou bien les prix augmentent, prix avec un X. Les prix augmentent et vous voulez vous assurer d'avoir le meilleur prix. Aussi, si vous achetez beaucoup, vous avez des économies d'échelle parce que les quantités achetées sans un vous pouvez acheter plus pour un plus petit prix. Mais avoir tous ces stocks, il faut les gérer et vous avez immobilisé votre capital. Si vous avez acheté toute cette nourriture et c'est dans votre entrepôt, c'est le capital que vous ne pouvez pas investir autrement. Si vous investissez votre argent, vous gagnez les intérêts. Et donc, dans la gestion des stocks, il faut concilier ces objectifs opposés. Vous voulez réduire au minimum les coûts et les risques et avoir tous les avantages pour votre société, mais vous voyez cette tension entre la volonté de tout acheter et tout avoir et la nécessité de laisser quelques capital mobile pour investir. Bon, parlons de la production. La fonction, la direction de la production. C'est la création de biens ou de services. Et dans cette fonction, il y a plusieurs services. Le bureau des études, de méthode, de l'ordonnance, quelquefois aussi les ateliers et les usines. Alors, dans le bureau des études, le produit est conçu. C'est ici où vous développez votre idée. Des méthodes, vous décidez comment fabriquer votre idée. Donc, Bannybug, Jason et Thierry ont eu l'idée. Eux, les deux sont le bureau des études. C'est une petite entreprise. Hein? Donc, ils ont eu l'idée, mais ils n'ont pas su comment fabriquer les écrans mousquetaires. Donc, ils ont embauché Marc Blondin, n'est-ce pas? Et Marc a déterminé les procédés de fabrication, les meilleures méthodes. Ensuite, il y a le service de l'ordonnancement. Il planifie les opérations de production. Les délais, combien de temps est-ce qu'il va prendre pour produire un écran mousquetaire? Quelle est la première chose que vous faites? Quel est l'enchaînement des tâches? Et quel poste de travail de quel poste de travail a-t-on besoin? Combien de personnes doivent travailler dans cet atelier pour avoir les meilleurs délais? Délai aussi, c'est infosami. Attention. Alors, dans les ateliers et les usines, c'est là où la production s'effectue et c'est de plus en plus automatisé, surtout dans les grandes entreprises. Et il y a une différence, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, mais entre automatiser et... j'ai perdu mes notes. Bon. Automatiser, c'est quand les machines remplacent les personnes. OK. La productivité, très important pour la production, il y a un formulaire mathématique. La productivité, c'est défini comme la quantité produite divisée par le nombre d'heures travaillées. Donc, si vous produisez 100 bouteilles et cela vous prend 20 heures, c'est votre productivité. Mais si vous pouvez faire 200 en 20 heures, votre productivité a augmenté. Vous voyez? Alors, et toutes les entreprises veulent augmenter leur productivité. Et voilà, la mécanisation, vous ajoutez des machines, mais il y a toujours des hommes qui sont là et qui aident. Et l'automatisation, c'est quand vous remplacez les hommes par les machines. Et pour augmenter la productivité, vous avez la productique. C'est des techniques, mal écrites là,
en AO, assisté par ordinateur, qui aide avec la production. Et vous pouvez utiliser l'ordinateur pour la conception, pour la fabrication, pour la conception et la fabrication. Vous voyez, c'est de plus en plus technique, c'est de plus en plus automatisé pour les meilleurs prix. OK. Une autre chose, chaque entreprise, quand ils doivent augmenter leur productivité, les entreprises doivent se dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que nous devrions faire. Quelles sont les choses que nous pouvons faire pour un meilleur prix et quelles sont les choses que les autres peuvent faire mieux que nous et pour un meilleur prix. Et ça, c'est la sous-traitance. Vous donnez une partie de votre production, mal écrit, encore une fois, je m'excuse, à une autre entreprise. Alors, la première entreprise, c'est le donneur d'ordre. La deuxième entreprise, c'est le sous-traitant. Alors, imaginez, j'ai inventé une nouvelle sauce tomate. Et je vais produire mes propres tomates, j'ai toute la nourriture nécessaire, mais je n'ai pas de bouteille. Et j'ai juste une cuisine, hein. Je suis chef. Donc, je vais peut-être sous-traiter les bouteilles, trouver une entreprise qui fabrique les bouteilles, demander à cette entreprise de me vendre les bouteilles à un bon prix, et eux, ils peuvent mieux faire que moi. Vous voyez, et ce n'est pas une compétition parce que je vends ma sauce tomate. Vous voyez, mais j'ai besoin des bouteilles pour ma sauce tomate. Donc, c'est logique pour moi. Ce n'est pas logique pour moi d'acheter une usine et fabriquer mes propres bouteilles, c'est trop cher. C'est très logique pour moi de faire la sous-traitance, de faire les bouteilles. Deux raisons les plus typiques pour sous-traiter. Donc, il y a la sous-traitance de capacité. Donc, vous ne pouvez pas faire face à la demande. Et donc, il y a trop de demandes et vous pouvez demander à une autre entreprise d'aider. Ou la sous-traitance de spécialité, comme avec mon exemple avec les bouteilles, une autre entreprise peut mieux faire à moindre prix, moindre coût pour un meilleur prix. Un bon exemple, c'est les automobiles. Les automobiles, ils achètent chaque petite partie ailleurs et Toshiba spécialise dans les radios, une autre personne font des pare-brises, une autre personne les pare-chocs et tous les produits différents arrivent à l'usine où ils sont mis ensemble. L'usine ne fabrique pas beaucoup. C'est vraiment le lieu où ils mettent ensemble tous les produits sous-traités. Okay. Alors, ça, c'est un peu compliqué, mais il y a une différence entre sous-traitance et externalisation. Alors, sous-traitance, c'est dans la production. Comme j'ai dit avec les automobiles, ils produisent des voitures. Externalisation, c'est la sous-traitance dans un autre domaine, pas la production, comme l'accueil, la téléphonie, l'archivage, entreposage, la communication, le marketing, un jardinage, nettoyage, comptabilité, paiement, informatique, etc. Hein? Donc, beaucoup de sociétés, par exemple, externalisent l'informatique et ils donnent à un prestataire extérieur, un tiers des entreprises font cela. Ils donnent à un prestataire extérieur tous leurs besoins informatiques et le prestataire leur donne à l'entreprise les choses nécessaires. Concordia fait l'externalisation avec Marco pour toutes les imprimantes à la fac. Ça s'appelle aussi l'infogérance parce que c'est souvent gérer l'information. Affacturage, c'est externalisation de la facturation. Donc, vous achetez d'une entreprise, mais une autre personne vous envoie la facture. Et externalisation de la distribution. Et vous avez concession et franchissage. Encore quelques termes un peu compliqués. Quelle est la différence entre les deux? Alors, franchise, normalement, vous avez un contrat. Et dans le contrat, c'est clairement marqué que vous avez accès à l'expertise originale.
au savoir-faire original. Et donc, imagine que je suis McDonald's et je veux vendre une franchise, je veux faire le franchissage de quelque chose. Je vais vous enseigner comment faire. Hein? Je vais vous expliquer comment faire et vous avez accès à ma connaissance. Si c'est un contrat de concession, c'est juste donner la marchandise. Je vous donne le bâtiment, mais je n'explique pas comment utiliser les produits. Dans un contrat de franchise, ce n'est pas toujours une exclusivité territoriale, mais dans le contrat de concession, vous avez une exclusivité territoriale. Donc, ça, ce sont les plus grandes différences, d'après ma compréhension. Et voilà, c'est un avocat qui essaie de nous l'expliquer. Et il dit que quelquefois, la distinction n'est pas très claire, mais ça, c'est selon la loi. Bon, parlons de la fonction commerciale. Leur travail, c'est assurer la vente de la production de l'entreprise. Et en anglais, on dit souvent le marketing. C'est un anglicisme, c'est la mercatique en français, et ça, c'est le module 8. Donc, il faut attendre pour savoir un peu plus, parce que c'est tout un chapitre qui va parler de la fonction commerciale. Alors, la fonction financière, nous avons juste deux fonctions plus vastes. Elle a une fonction bipartie. Première chose, l'acquisition des fonds nécessaires aux opérations de l'entreprise. Donc, la fonction financière doit vérifier que l'entreprise a assez d'argent pour acheter les bouteilles pour ma sauce tomate, pour acheter des tomates, pour fonctionner. Et aussi, la fonction financière doit enregistrer et contrôler les mouvements de ces fonds. Donc, c'est le financement, c'est trouver l'argent, et c'est aussi la comptabilité. Et c'est pourquoi, quelquefois, vous avez deux services, financement et comptabilité. À Concordia, nous avons au moins deux services. Alors, attention, contrôle, c'est un faux ami. Vous avez des contrôleurs dans les trains, et c'est vérification en français. C'est vérification, ce n'est pas control. Donc, dans la fonction financière, ils contrôlent les mouvements, ils vérifient des mouvements. Ils ne font pas les décisions, ils vérifient. OK. Bon. Alors, le capital. Ça, c'est quelque chose qui aide. Ça peut financer à long terme les investissements d'une société ou à court terme le cycle d'exploitation, la production et la commercialisation avec 2 ans. Il y a 2 types de fonds, externes et internes. Alors, les fonds externes, c'est aussi les fonds étrangers, ce sont des synonymes. Il y a 3 types d'emprunts, court terme, moyen terme, long terme, moins de 2 ans, 2 à 7 ans, plus de 7 ans. Et un emprunt individuel, c'est quand vous avez un seul prêteur. Donc, c'est peut-être un seul fournisseur, E ou R, une banque, mais c'est une personne ou un établissement, une institution. Et c'est un emprunt obligataire quand vous avez plusieurs banques ou de nombreux prêteurs, plusieurs personnes qui fournissent l'argent. Avec des fonds externes, il faut les rembourser et il faut rembourser le principal et les intérêts. Donc, c'est cher. C'est quelquefois nécessaire et avec la crise de crédit, avec les problèmes économiques que nous avons récemment eus, il n'y avait pas beaucoup de banques n'ont pas voulu faire des emprunts. Et c'était un problème parce que les entreprises comptaient sur les fonds externes pour fonctionner. Bon. Alors, encore quelques mots de vocabulaire. Le passif et la dette. Le passif, c'est l'origine des biens. Et oui, quand vous acquérissez quelque chose, il y a souvent une dette ou un emprunt au début, mais le passif explique d'où viennent les biens, l'origine. Alors, quelquefois, les biens viennent des apports des propriétaires, c'est votre société, vous donnez du capital. Quelquefois, il y a d'autres possibilités, mais le passif, c'est toutes les dettes
et elle ne s'y réduit pas parce que c'est l'origine des biens. Vous voyez? Et une dette, c'est un emprunt, c'est quelque chose qui doit être remboursé. J'espère que c'est clair, je vais expliquer un peu plus avec quelques écrans. Alors, encore quelques mots de vocabulaire. Option sur titre, c'est stack option en anglais. Et obligation, faux amis, c'est base en anglais. Exigible, c'est que vous pouvez demander, exiger le remboursement. Et ça, c'est selon les dettes. Le passif n'est pas exigible. C'est l'origine des biens, ce n'est pas exigible. Alors, les fonds internes, et on va parler un peu plus des obligations, des options, mais ce sont les fonds externes. Alors, les fonds internes, c'est les fonds propres, synonyme. C'est le capital social. Donc, c'est l'argent ou les biens que les propriétaires apportent au moment de la création de l'entreprise ou au cours de son existence. C'est une espèce de dette, si vous voulez, mais ça fait partie du passif. Si moi, je suis propriétaire avec mon amie Véronique et on fait la société tomate et nous avons tous donné $1,000, je ne peux pas demander à Véronique de me rembourser $1,000. Hein? J'ai créé la société, j'ai donné mes $1,000 pour commencer la société. Ça, c'est le passif. Hein? Si la société ferme, vous avez une dissolution, vous pouvez demander. Mais sinon, l'argent est perdu, si vous voulez. Et donc, c'est stable. Le capital social est stable parce qu'une fois que l'argent est donné, l'argent reste avec la société. Vous avez aussi les bénéfices. Hein? Si votre société gagne de l'argent, et on espère qu'elle va gagner de l'argent, vous distribuez une partie, distribuez santé, une partie aux associés ou aux actionnaires, mais vous gardez une autre partie des bénéfices pour l'autofinancement. Hein? Et le pourcentage, hein, vous pouvez garder une plus grande partie pour l'autofinancement. Hein? Donc l'endettement ne s'accroît pas avec les fonds internes. Vous n'avez pas plus de dettes avec les fonds internes. Et donc, c'est très intéressant pour les sociétés d'utiliser ces ressources. Alors, la comptabilité, quelques mots de vocabulaire. Et si vous faites une spécialité aux affaires, vous avez beaucoup de cours de comptabilité. Mais pour simplifier, les rentrées sont des sommes reçues. RR, sommes reçues. Synonyme, recettes et encaissement. Les sorties, c'est l'argent qui sort. Ce sont des sommes dépensées. Les synonymes, dépenses, décaissement. Et il faut faire attention aux rentrées et aux sorties chaque jour dans une entreprise. Annuellement, à la fin de l'année, de chaque exercice en anglais c'est fiscal year, à la fin de chaque exercice, vous faites une synthèse, 2 types de synthèse dans la comptabilité. Donc chaque jour, vous calculez les rentrées et les sorties, et chaque année, vous faites un compte du résultat et un bilan. Alors, le compte du résultat, c'est de donner une image de la société au cours d'une année. Et est-ce que la société a gagné de l'argent, vous avez un bénéfice, ou est-ce que la société a perdu de l'argent, vous avez une perte? Vous avez 2 colonnes dans un compte de résultat, toutes les charges, toutes les dépenses de l'année et tous les produits, toutes les recettes de l'année. Donc, tout ce que vous avez dépensé et tout ce que vous avez vendu. Et la différence représente le bénéfice ou la perte. Et cela explique l'enrichissement ou l'appauvrissement d'une entreprise au cours d'une année. Mais c'est juste dépenses-recettes. Le bilan, c'est une description du patrimoine de l'entreprise. Tout ce qu'elle possède à une date donnée. Normalement, un exercice se termine le 31 décembre. 2 colonnes, encore une fois, mais maintenant, c'est l'actif et le passif. Et dans un bilan, c'est toujours en équilibre. Parce que le passif est toujours égal à l'actif parce que chaque bien a une origine. Donc, chaque bâtiment, chaque usine, chaque produit, chaque bien, chaque chose que vous avez vient de quelque part. Donc, le passif explique l'origine, l'actif explique les biens, le patrimoine, le propriétaire, la propriété de l'entreprise.
Alors, actif, c'est l'inventaire de biens. Exemple, outils, les bâtiments, terrains, brevets, marques de fabrique, créances, ce qu'on doit à l'entreprise. Donc, par exemple, quelqu'un a acheté 100 bouteilles de ma sauce tomate mais n'a pas encore payé, j'ai une créance. Il doit me payer $1,000. Liquidité, c'est combien d'argent j'ai à la banque, par exemple. Donc, c'est tous les biens, tout, vraiment tout, très, très détaillé. Et le passif, c'est l'origine des biens, les capitaux et les dettes de l'entreprise, tout. OK. Dernière fonction, les ressources humaines. Dans le passé, c'était personnel. Hein? Et je ne sais pas, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment, il y a un besoin de penser aux ressources humaines et traiter les employés, les travailleurs, comme des êtres humains. Alors, dans la fonction du personnel classique, les services classiques étaient le recrutement, la rémunération et la formation. Donc, chercher les nouveaux employés, payer les employés et former, développer les employés. Les nouvelles règles, les nouveaux standards, etc. Aujourd'hui, nous avons ajouté à la fonction des ressources humaines des services comme amélioration de la communication, résolution des conflits, intégration du personnel dans la vie de l'entreprise, etc. Des fois, je pense que c'est un peu trop, mais voilà, c'est la réalité. Et c'est gestion des ressources humaines, pas administration du personnel. Hein. C'était trop business, trop formel. Hein. Mais vous gérez des ressources humaines, pas administrer. Alors, le directeur des ressources humaines, le DRH, son travail, c'est surtout identification, implication, adhésion et participation du personnel. Donc d'abord, il doit identifier des intérêts du personnel à ceux de l'entreprise. Alors par exemple, j'ai lu que Amazon a changé leur congé maternel et maintenant vous avez plus de temps que vous pouvez rester à la maison. Le DRH a regardé le personnel de Amazon qui travaillait trop, qui était trop stressé et il a dit mais c'est dans l'intérêt du personnel et Amazon de réduire le stress si on donnait un congé maternel plus long, par exemple. Il s'intéresse aussi à l'implication du salarié dans le succès de l'entreprise. Si l'employé veut que l'entreprise réussisse, ce sont des meilleurs résultats pour tout le monde. Dans les coopératives, c'est un bon exemple. Les salariés sont aussi propriétaires, donc ils veulent le succès de l'entreprise, par exemple. Costco donne beaucoup de bénéfices à ses employés et donc ils veulent le succès de l'entreprise. Google, même chose. Adhésion de tous au projet de l'entreprise. Il y a beaucoup de recherches. Si vous croyez à la mission de votre entreprise, même s'il y a des problèmes, cette idée d'adhésion montre en général plus de productivité, que vous êtes plus content, moins de stress, moins de problèmes pour l'entreprise, etc. Et aussi en France, très important, cette idée de participation du personnel. Si vous avez plus de 50 salariés, la participation aux bénéfices est obligatoire en France. Je ne crois pas que cela soit le cas aux États-Unis. Donc, plus de 50 personnes employées, si l'entreprise gagne de l'argent, vous gagnez de l'argent. Donc, vous êtes impliqué. Vous êtes très intéressé par le projet de l'entreprise. Alors, intéressement, donc, participation aux bénéfices est obligatoire s'il y a plus de 50 salariés. Mais l'intéressement, c'est facultatif. C'est pour intéresser financièrement le personnel à la performance de l'entreprise. C'est facultatif. Vous pouvez faire cela. Vous pouvez redistribuer une partie du bénéfice ou mesurer la performance selon le chiffre d'affaires, la productivité, pourcentage de clients satisfaits, etc. Même Victoria's Secret, Olive Garden, ils font cela, les intéressements. Si vous avez 10 sur 10 sur le sondage de vos clients, de votre patron, vous allez gagner, je ne sais pas, $5, ou vous allez gagner ce prix.
Souvent, c'est une petite chose, mais c'est l'idée d'intéressement. Ils sont intéressés à la performance de l'entreprise. Et une troisième espèce de participation du personnel, c'est la participation au capital, où le personnel devient actionnaire. Il y a les plans d'épargne d'entreprise, donc une portefeuille de valeurs mobilières, en anglais, Portfolios of Stocks and Bonds. Vous pouvez créer un plan d'épargne d'entreprise, investir dans votre entreprise, et surtout pour les cadres supérieurs, ils ont l'option sur titre, option d'achat d'actions. Et donc, ils sont actionnaires dans la société, et donc si la société réussit, ils sont riches. Donc, les cadres supérieurs veulent vraiment le succès de l'entreprise. Bon. Je crois que j'ai dit beaucoup de ces choses déjà, je m'excuse. Juste à la participation, une quatrième chose, à la participation du personnel, c'est la participation à la prise de décision. Donc, c'est pas de l'argent, c'est pas un cadeau ici, c'est la co-gestion. Vous pouvez gérer avec moi, ou la surveillance, ou la consultation. Je vais vous demander votre opinion. De donner aux organes, aux ateliers, aux travailleurs une voix dans l'entreprise. Et c'est réglementé selon la taille de l'entreprise. Si vous avez plus de 10 salariés, ils doivent élire des délégués du personnel en nombre proportionnel, et ils ont le droit de présenter à la direction les réclamations individuelles et collectives des salariés. Donc, ils représentent la voix des salariés, et ils ont accès à la direction pour parler des problèmes et pour demander des choses. Si vous avez au moins 50 salariés, il faut former un comité d'entreprise. Et c'est le chef de l'entreprise, des représentants syndicaux, les syndicats, des représentants élus par des salariés en nombre proportionnel, et le CE doit être informé de la situation financière de l'entreprise. Aussi donner son avis sur les conditions de travail et gérer les activités culturelles et sociales. C'est obligatoire en France si vous avez plus de 50 salariés. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. En France, comme vous savez, sans doute, les syndicats sont très forts. Donc, le syndicat a un rôle au comité d'entreprise. Il peut désigner des délégués syndicaux, et leur travail, c'est défendre les intérêts des syndiqués auprès de la direction. Les délégués du personnel et le comité d'entreprise désignent les membres d'un autre comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail, un peu comme OSHA, je crois. Et donc, vous voyez que les personnels, ils ont une voix dans la gestion en France si l'entreprise a une certaine taille. Alors, témoignage, c'est la fin du chapitre. C'est un cadre supérieur et il a beaucoup d'avis pour vous. Et il parle encore une fois de l'entretien d'embauche que nous allons bientôt faire, n'est-ce pas? Et il a dit que c'est un exercice de séduction. Vous voulez séduire les employés. Pas dans un sens physique, mais dans un sens intéressant. J'espère que vous comprenez. Ne touchez personne. Ne proposez aucun acte sexuel, mais séduire par les choses intéressantes, par ce que vous avez à dire. Il a semblé favoriser la spontanéité. Il a dit qu'il faut faire de la recherche. Connaissez l'activité et l'histoire de votre entreprise. Peut-être raconter des histoires, des anecdotes même, mais montrer un intérêt. Pour moi, c'est essentiel. Beaucoup de personnes n'ont aucun intérêt. Cela ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'ils gaspillent mon temps et leur temps? Et si vous consultez les organigrammes, vous pouvez trouver le lieu de vie de votre recruteur. Ils sont à quel niveau? Est-ce que c'est un col blanc? Est-ce que c'est un col bleu? Et cela va révéler un peu la personnalité de la personne. Et dernière chose, il a dit d'imaginer le recruteur à poil. En français, vous dites à poil. Aux États-Unis, vous dites dans les sous-vêtements. Mais c'est pour réduire le stress, encore une fois, pour pouvoir être
séducteur et spontané, de montrer cette spontanéité. Bon, alors je vous souhaite du bon courage avec le vocabulaire, avec les concepts et avec les entretiens d'embauche qui vont bientôt arriver. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne semaine. Merci et au revoir.